noir. Le silence est total. Et sous la surface de ce point de passage maritime crucial au monde, quelque chose d'invisible attend. Sur le pont de l'USS Gravement, à bord d'un destroyer lance-missiles opérant dans le cadre de l'opération Epic Escort du CENTCOM, une brève détonation brise la concentration de l'officier de quart. Le sonar AN/SQQ-89, le système de détection acoustique de coque le plus avancé des États-Unis, vient de détecter un contact anormal. Ni un sous-marin, ni un navire de surface. Quelque chose de plus petit, de plus dense, immobile sur le fond marin à 28 mètres de profondeur, en plein dans le couloir de navigation Alpha Bravo, la voie d'accès orientale au golfe Persique. L'officier de quart sent son sang se glacer. Il sait ce que signifie cette signature. Il a consulté les bases de données classifiées sur les menaces. Il s'agit d'une mine à influence UGSTM, une mine de fond d'origine soviétique modernisée par l'Organisation des industries de défense iranienne avec une fusée multi-influence moderne sensible simultanément aux signatures acoustiques, magnétiques et de pression. Un très grand pétrolier, un VLCC de 22 mètres de tirant d'eau chargé de 2 millions de barils de pétrole brut saoudien la ferait exploser simplement en passant au-dessus. Il y en a 63 rien que dans cette voie. Les gardiens de la révolution iranien, CGRI, en posent depuis 72 heures. Des sources du renseignement américain l'ont confirmé le 10 mars. Le Pentagone a détruit 16 navires mouilleurs de mines iraniens lors de la première opération de contre-attaque. Mais ils n'ont pas réussi à tous les neutraliser. L'Iran possède entre 6 et 8 000 mines dans son arsenal, fruit de 40 années d'acquisition, de production locale et de transfert de technologies russes, et la marine des CGRI procède, dans l'obscurité, au déploiement successif de ces mines dans les 2 voies de navigation internationale du détroit, à partir d'embarcations pneumatiques rapides dont les transpondeurs AIS sont désactivés. Gravement, l'équipe sonar a recensé 9 contacts confirmés au cours des 4 dernières heures. Aucun chasseur de mines de l'US Navy, dont la flotte est réduite, le CENTCOM a désarmé son dernier chasseur de mines de classe Avenger dans la zone d'opération il y a 18 mois, ne peut déminer ce champ de mines en moins de 4 mois. En 1991, après la guerre du Golfe, il avait fallu 40 navires et les cartes du champ de mines irakien pour déminer une route Q. Les États-Unis ne disposent ni des cartes, ni du temps, ni des navires nécessaires. Et la date limite du 6 avril est dans 96 heures. Le général Dan Kane, chef d'état-major interarmé, observe attentivement les données en temps réel de Lloyd's List Intelligence projetées sur un écran tactique de 6 mètres. Les chiffres sont sans équivoque et catastrophiques. Le trafic dans le détroit d'Ormuz a chuté de 90% depuis le 28 février. En temps de paix, 120 navires empruntent quotidiennement ce passage. Aujourd'hui, les données des transpondeurs AIS indiquent que 2163 navires sont immobilisés dans le golfe Persique, à l'ouest du détroit, dont 308 pétroliers et méthaniers, 50 très grands transporteurs de pétrole brut et 12 méthaniers géants. Valeur totale des cargaisons, plus de 40 milliards de dollars. Capacité énergétique totale, suffisamment de gaz naturel liquéfié pour chauffer l'Europe du Nord pendant 6 semaines. Tout ce gaz est perdu. Le pétrole brut West Texas Intermediate se négocie à 102 $ le baril. Le Brent est à 112 $. Aux États-Unis, l'essence a franchi la barre des 4 $ le gallon pour la première fois depuis 2022. Le diesel est à 5,45 $. En Allemagne, le prix du fioul domestique a doublé. En Corée du Sud et au Japon, des économies qui importent 90% de leur énergie. Des sessions gouvernementales d'urgence se tiennent 24 heures sur 24. La fermeture du détroit d'Ormuz a été officiellement qualifiée par la cellule de renseignement économique du CENTCOM de plus importante perturbation de l'approvisionnement mondial en pétrole jamais enregistrée dans l'histoire du marché pétrolier. Ni l'embargo pétrolier arabe de 1973, ni la révolution iranienne de 1979, ni la guerre du Golfe de 1990, celle-ci. Kane consulte le journal des opérations du CENTCOM. Depuis le début du conflit, le 28 février, les forces américaines et israéliennes ont frappé plus de 11 000 cibles en Iran. Elles ont quasiment anéanti la flotte de surface de la marine des gardiens de la Révolution. Elles ont tué le commandant en chef de la marine iranienne, le contre-amiral Ali Reza Tangsiri, lors d'une frappe de précision confirmée le 26 mars, l'homme qui avait personnellement orchestré le blocus. Et pourtant, l'Iran est en train de gagner cette guerre, et l'indicateur qui le prouve est affiché sur tous les écrans de cette salle. Pas une seule goutte de pétrole sous pavillon occidental ne transite par le détroit. Les gardiens de la révolution iranienne n'ont pas besoin d'une marine de surface pour contrôler le détroit d'Ormuz. Ils n'ont pas besoin de supériorité aérienne. Ils n'ont pas besoin d'armes nucléaires. Ils ont besoin de drones bon marché, de quelques milliers de mines, de missiles anti-navires guidés par GPS, enfouis dans les crêtes montagneuses surplombant la côte nord
et de la menace crédible d'un nouveau pétrolier en feu aux informations du soir. C'est précisément ce qu'il possède. Le marché des assurances a fait le reste. Le Lloyd's de Londres a supprimé la couverture des risques de guerre pour le transport de marchandises le 5 mars. Sans cette couverture, aucune compagnie maritime au monde ne prendra la mer. Les pétroliers restent immobilisés. Le pétrole ne circule pas. L'économie mondiale est à vif. À 6000 nautiques, au large de Bandar Abbas, sur une île fortifiée que l'Iran a discrètement transformée en un emplacement stratégique de premier ordre, les commandants des gardiens de la révolution iranien mettent en œuvre un système sans précédent dans l'histoire du droit maritime. Ils ont transformé l'île de Larak en un point de passage obligé pour l'approvisionnement énergétique mondial. Certains navires, ceux des pays ayant dépêché des émissaires à Téhéran, ayant payé ou négocié les droits de passage et ayant accepté d'être escortés dans les eaux territoriales iraniennes par des patrouilleurs des gardiens de la révolution iranien, reçoivent des instructions de route par transmission VHF cryptée. 2 porte-conteneurs chinois de la compagnie COSCO ont transité cette semaine après coordination avec les parties concernées, comme l'a confirmé publiquement le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. L'Inde a assuré le transit en toute sécurité de son méthanier. Gaz de pain, des pourparlers directs sont en cours, les commandants des gardiens de la révolution iranien fournissant des itinéraires et une escorte de frégates de la marine indienne étant confirmée par Reuters. La Malaisie et la Thaïlande ont dépêché des émissaires diplomatiques. L'Irak a établi des lignes de communication directes. L'Iran ne se contente pas de fermer le détroit. Il redéfinit le droit international de la mer à l'aide d'un drone Shahed 136 et d'une radio VHF. Il ne s'agit pas d'une action désespérée improvisée, c'est une stratégie mûrement réfléchie depuis 40 ans. L'Iran prépare ce scénario depuis la guerre des pétroliers des années 1980, lorsqu'il a miné ses eaux et constaté les pertes subies par les navires de guerre américains. Chaque tunnel creusé dans la chaîne du Zagros, chaque silo à missiles enfoui le long de la côte d'Ormuz, chaque patrouilleur rapide dissimulé dans les criques de Keshm et de l'île d'Abu Moussa, tout a été conçu précisément pour ce moment. Le 17 mars, les États-Unis ont frappé ces silos avec des munitions perforantes GBU-72 de 2 SIL 270, les plus puissantes armes anti-bunker conventionnelles de l'arsenal américain. Ils en ont détruit un grand nombre, pas tous, sur le pont d'envol de l'USS Tripolila. 31e unité expéditionnaire des Marines effectue ses dernières répétitions avant mission. Elle compte 2200 Marines, des chasseurs furtifs F-35B, Lightning II, armés de bombes de petit diamètre GBU-39 pour des frappes côtières de précision, des hélicoptères de combat AH-C-64, Apache configurés pour la suppression de drones et l'interception d'embarcations d'attaque rapide, des hélicoptères MH-60 Seahawk en configuration de lutte contre les mines, MCM, avec des sonars remorqués ANAQS-20 et des avions à rotor basculant MV-22 Osprey pour des insertions rapides par-delà l'horizon. La 82e division aéroportée est également déployée à Al-Udeid. Des éléments des forces spéciales, notamment des Navy Seals et des Rangers de l'armée de terre, sont déjà positionnés en avant, selon CBS News. Le dossier de planification de mission sur le terminal du commandant opérationnel est intitulé « Opération escorte épique, phase 3, inversion du déni littoral ». L'objectif est d'une simplicité brutale et d'un cauchemar militaire. S'emparer et contrôler une portion suffisante du littoral iranien le long de la rive nord du détroit d'Ormuz afin d'empêcher les gardiens de la révolution iranien de tirer des drones, des missiles, des mines et des vedettes rapides sur les navires naviguant dans les voies maritimes en aval. Le détroit ne mesure que 34 km de large à son point le plus étroit. Les batteries de missiles côtières iraniennes peuvent surveiller chaque centimètre des 2 voies depuis les crêtes surplombant Bandar Abbas. Les hélicoptères AH-64 Apache peuvent traquer les vedettes rapides. Mais aucune campagne aérienne à elle seule ne peut garantir un passage dégagé pour un VLCC. Un VLCC ne peut ni manœuvrer ni accélérer. Il lui faut 3000 nautiques pour s'arrêter. Dans l'étroite courbe en S du passage d'Ormuz, il est aussi vulnérable qu'une grange. Les planificateurs des Marines examinent 3 axes d'action simultanés. Premièrement, des assauts héliportés contre les positions des batteries de missiles côtières des gardiens de la révolution iranien, CGRI, au-dessus des crêtes de Kouestak et de Bandar Lenge, utilisant la désignation laser des F-35B et les tirs directs des Apaches pour neutraliser les variantes fixes et mobiles du missile anti-navire DF-3. Deuxièmement, des opérations de lutte contre les mines menées par des MH-60 pour établir une voie de passage sécurisée, les routes Q, via le couloir Alpha Bravo, avec des sections de fusiliers marins
embarqués sur des pétroliers commerciaux comme moyen de dissuasion armée contre les tentatives d'abordage des CGRI. Troisièmement, l'option de dernier recours, dont personne à Washington ne parle publiquement, la prise de l'île de Karg, plaque tournante des infrastructures d'exportation de pétrole iranienne dans le nord du Golfe, une mesure que Trump a explicitement brandie comme une menace sur Truth Social et qui, si elle était mise à exécution, donnerait aux États-Unis le plus important atout de l'histoire de la géopolitique pétrolière. Dans une salle de conférence sécurisée située sous le bâtiment du Conseil des ministres, une équipe d'analystes du GRU, renseignement militaire russe, surveille les interceptions de fréquences opérationnelles du CENTCOM relayées par les moyens de renseignement électromagnétique déployés en mer Caspienne. Le constat est clair, les Américains passent à l'attaque, la phase 3 est imminente, la Russie doit prendre une décision. Depuis 32 jours, Moscou entretient une ambiguïté calculée, condamnant publiquement les frappes américano-israéliennes, tout en observant discrètement l'Iran subir des représailles qui ont systématiquement éliminé tous les alliés régionaux susceptibles de menacer les intérêts russes. Le Hezbollah est désormais engagé dans une guerre terrestre au Liban qu'il ne peut plus soutenir. Le Hamas est anéanti sur le plan opérationnel. Les capacités militaires conventionnelles des gardiens de la Révolution ont été réduites à néant par 11 000 frappes de précision. Mais la fermeture du détroit d'Ormuz est une autre affaire. La Russie n'exporte pas de pétrole par ce détroit. La Chine si. Et la Chine a clairement fait connaître sa position lors des transits du COSCO. Pékin souhaite que le détroit reste ouvert selon des modalités qui ne nécessitent pas l'autorisation des États-Unis. Les analystes du GRU signalent une tendance émergente sur les images satellites. 3 destroyers chinois de type 052D ont dévié de leur route de patrouille habituelle en mer de Chine méridionale vers le nord de l'océan Indien au cours des dernières 72 heures. Leurs transpondeurs AIS sont actifs. Il s'agit d'un signalement délibéré et non d'une tentative de dissimulation. Pékin n'intervient pas. Pékin démontre qu'il a la possibilité d'intervenir et qu'il surveille chacun des mouvements de la 31e MEE en direction de l'île de Larak. Simultanément, un chasseur Rafale M de la Marine nationale française, opérant depuis la base aérienne d'Al-Dafra aux Émirats arabes unis dans le cadre d'un accord de défense bilatéral que Paris a pris soin de ne pas qualifier de participation active au combat, effectue ce que les autorités françaises décrivent comme des vols d'affirmation de la liberté de navigation le long de l'approche sud du détroit. L'appareil est équipé du système de guerre électronique Spectra et de la nacelle de ciblage Talios. Il remplit de fait la même fonction de collecte de renseignements dans le spectre électromagnétique que celle assurée par le drone américain E-2D Advanced Hawkeye dans le domaine radar, cartographier les positions des émetteurs radars et de guidage de missiles des gardiens de la révolution iraniens encore opérationnels en vue de la préparation des frappes. La France n'est pas dans cette guerre. La France est absolument dans cette guerre. Le VLCC Koweïtienal, Rachid le pétrolier, chargé de 1,8 million de barils de pétrole brut d'exportation koweïtien, est au mouillage au large de Fujairah depuis 11 jours. Ses propriétaires ont épuisé toutes les voies diplomatiques. La Kuwait Petroleum Corporation a refusé de payer les frais de transit de l'Arak, estimés à 500 000 $ par coque, payables d'avance sur un compte lié aux gardiens de la révolution islamique dans une banque d'un pays tiers pour des raisons juridiques et politiques. Le pétrolier ne peut pas naviguer vers le sud. Il n'existe aucune route alternative viable pour un navire de ce tyran d'eau. Le passage du cap de Bonne-Espérance ajoute 21 jours à la traversée vers l'Europe et le transport maritime n'est pas rentable. L'équipage de 26 personnes, dont de nationalité philippine, indienne et bangladaise, est à bord depuis 47 jours sans relève. À 0h47, le Al-Rachid, le capitaine du navire, reçoit une transmission VHF non cryptée sur le canal 16. Elle ne provient ni du CENTCOM, ni de l'UKMTO, l'autorité britannique chargée des opérations de commerce maritime et des avis de navigation dans la région. La transmission est en farsi, puis en anglais. Elle provient d'une patrouille des gardiens de la révolution islamique naviguant sans feu de navigation à 4,2 milles nautiques au nord-est. Le message comporte 11 mots. Vous n'êtes pas autorisé à le faire, mais faites demi-tour ou vous serez frappé. Sur le gravement, l'officier de quart repère l'appareil des gardiens de la révolution au radar. Il dispose d'une solution de tir, mais n'est pas autorisé à ouvrir le feu. Les règles d'engagement de l'opération Epic Escort Phase 2 autorisent les actions défensives contre une attaque directe contre les coques de l'US Navy. Une menace contre un navire commercial relève d'une autre catégorie. Il établit une liaison sécurisée avec le CENTCOM. La réponse prend 4 minutes. 4 minutes, c'est une éternité. Le patrouilleur rapide des gardiens de la Révolution se trouve maintenant à 3,1 milles nautiques de la zone. Al-Rachid est en accélération. À 04h53, le Al-Rachid fait demi-tour. Tokyo, Londres, Francfort, New York. New
Le moment où Al-Rachid, le renversement de tendance, est confirmé par les services de suivi AIS et les données parviennent aux terminaux Bloomberg. Les algorithmes se déclenchent simultanément sur toutes les principales bourses de matières premières mondiales. Le Brent bondit de 80 $ en 90 secondes. Le marché à terme du S&P 500 chute de 1,8% avant l'ouverture. Les indices asiatiques, déjà pénalisés par 32 jours de prime de guerre, baissant encore. En Allemagne, où les réserves de GNL sont à 61% et où le prélèvement hivernal n'est pas entièrement compensé, le gouvernement convoque une session d'urgence. Au Japon, le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie active, pour la 3e fois ce mois-ci, son protocole de libération des réserves stratégiques de pétrole. Un volume record de 400 millions de barils de réserves d'urgence a été déversé sur le marché mondial depuis le début de la guerre. Ces réserves sont consommées plus rapidement qu'elles ne sont reconstituées. Le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie publie une déclaration qui n'emploie pas le terme « crise », mais celui de « urgence ». Cette distinction n'a plus aucun sens. Voici ce que disent les chiffres à l'heure actuelle, le 2 avril 2026, à 5h-14h locales dans le détroit d'Ormuz. 27 navires commerciaux ont été attaqués depuis le 1er mars. 13 d'entre eux étaient des pétroliers. Le commandant des gardiens de la révolution iranien, directement responsable du blocus, est mort, tué par une frappe de précision israélienne le 26 mars. Son remplaçant, dont l'identité n'a pas été publiquement confirmée, a publié une déclaration officielle 48 heures plus tard, affirmant que le détroit d'Ormuz reste fermé à tout navire transitant par les ports des États-Unis, d'Israël ou de leurs alliés. Le pétrole est à 112 $ le baril. L'essence aux États-Unis est à 4,02 $ et continue d'augmenter. L'ultimatum américain du 6 avril, enjoignant l'Iran à rouvrir le détroit sous peine de frappe sur ses infrastructures énergétiques, expire dans 96 heures. 2500 Marines sont à bord de l'USS Tripoli à 12 heures de la zone d'opération. Le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, première transition dynastique en 47 ans d'histoire de la République islamique, a déclaré publiquement que le blocage du détroit d'Ormuz doit absolument être utilisé. La Chine a obtenu le passage de 3 navires. Les pays les plus pauvres du monde n'ont rien obtenu. L'Occident a la puissance de feu, l'Iran a la géographie. Et quelque part au fond de la voie Alpha Bravo, à 28 mètres de profondeur, 63 mines d'influence attendent. Une seule question demeure, et c'est la seule qui compte pour les prochaines 96 heures. Lorsque l'USS Tripoli l'opération 3 est lancée, les Marines pénètrent dans le champ de bataille. Les Apaches ratissent les crêtes et les Seals prennent d'assaut le poste de commandement de l'île de Larak. Les missiles antinavires Nehor survivants du CGRI, la version iranienne du C-802 chinois, prêts à tirer dans les grottes, surplombant Bandar Abbas, attendront-ils le premier VLCC qui osera emprunter le corridor militaire? Car si l'un de ces missiles percute un pétrolier chargé de 2 millions de barils dans la partie la plus étroite du détroit, l'incendie et la marée noire qui en résulteront perturberont l'environnement du passage d'Ormuz pendant des mois. Pas des semaines, des mois. Le monde ne peut pas attendre des mois. Que feriez-vous si vous étiez dans ce centre de commandement en ce moment même? Et plus urgent encore, que se passera-t-il le 7 avril si l'Iran tient toujours bon, si le détroit est toujours fermé et si l'échéance est dépassée? La réponse à cette question pourrait bien définir la prochaine décennie de l'histoire de l'humanité.